quand le général Vincent Desportes vous sort, il faudrait... Alors son discours n'était pas clair, parce qu'il a parlé d'une ville russe, mais je pense qu'il s'est trompé. Mais le général Vincent Desportes à la télévision française a dit il faudrait, pour calmer la guerre, une utilisation nucléaire tactique. Non. Non. Voilà. Et c'est là, vraiment, alors je m'en veux parce qu'il y a des militaires exceptionnels en France, et je pense notamment au chef des commandos de marine, enfin, il y a des militaires extraordinaires en France que je salue. Mais là, pour le coup, quand le général Vincent Desportes vous sort ça, là, il vous montre à quel point Clémenceau pouvait avoir eu raison quand il disait la guerre est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux militaires. Une utilisation d'armes nucléaires tactiques sur des civils. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une arme nucléaire tactique par rapport à une arme nucléaire stratégique? Une arme nucléaire stratégique par rapport à une arme tactique, c'est distingué par la portée et la puissance. Donc, une arme nucléaire tactique, c'est un flingue, c'est un pistolet. Ça a une portée faible, donc un pistolet, c'est 40 mètres. Pistolet, 40 mètres, fusil d'assaut, 400 mètres. Arme nucléaire tactique, on va l'utiliser à courte portée, quelques centaines de kilomètres grand maximum, et elle fera des kilotonnes plutôt que des mégatonnes. Les mégatonnes, donc c'est les armes nucléaires stratégiques, et ça peut faire 18 000 km de portée de nos jours, et ça peut vous mettre donc 30 mégatonnes dans la tronche, donc littéralement 2000 fois Hiroshima. Et bon, non, utilisation d'une arme tactique en kilotonnes. Alors, le général Desportes disait oui, parce que voilà, Hiroshima et Nagasaki ont mis fin à la guerre. Oui, sauf que Hiroshima et Nagasaki, petite erreur de raisonnement de votre part, mon général, c'était ce qu'il y avait de plus gros dans l'arsenal américain à l'époque. C'était la dernière bombe, Hiroshima et Nagasaki. C'était pas le premier domino, c'était le dernier. Quand les Américains ont lâché Little Boy et Fat Man, donc les deux bombes atomiques, c'était le suprême de ce qu'ils avaient. Voilà. Il n'y avait rien au-dessus. Il n'y avait pas d'armes nucléaires au-dessus. Une guerre nucléaire, d'ailleurs, ça se gagne pas, pour commencer. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le général Omar Bradley, qui, je dois me permettre de le souligner, est un général plus important dans l'histoire que le général Vincent Desportes. Et le général Omar Bradley disait clairement la seule façon de gagner une guerre nucléaire, c'est de ne pas la commencer. Or, commencer une guerre par des frappes nucléaires tactiques, alors je comprends, je ne vais pas jeter complètement la pierre au général Desportes, je comprends d'où ça sort dans sa tête, ça. Ça sort de la doctrine française. C'est-à-dire que la doctrine française, surtout du temps où le général Desportes a fait ses classes, c'était la doctrine du dernier avertissement. C'est-à-dire que la France avait des missiles, je crois qu'on les appelait les missiles Hades, si ma mémoire est bonne. C'est des missiles tactiques qui étaient faits pour être lancés sur une colonne de chars en approche. Donc à l'époque, pendant la guerre froide, l'idée c'était que les Russes pouvaient... D'ailleurs, l'OTAN était en panique que les Russes pénètrent l'Allemagne par ce qu'on appelle la trouée de Fulda, Fulda Gap en anglais, la trouée de Fulda. Et l'idée c'est qu'après la trouée de Fulda, il n'y a plus de zone défendable. C'est fini. La dernière zone défendable après, c'est les Pyrénées. Donc, si les Russes étaient passés par la trouée de Fulda et ensuite passés par Aix-la-Chapelle et par le nord de la France, la Belgique, qu'on n'appelle pas le plat pays pour rien, hein, donc c'est pas défendable la Belgique d'un point de vue géopolitique, et ils auraient traversé comme ça. Et ben, la doctrine mise en place par De Gaulle, c'est justement pour éviter la désescalade, pour éviter l'escalade, pardon. On vous envoie un missile tactique sur vos tanks, et là, et vous comprenez que c'est le dernier avertissement, et que derrière, on a l'explosion Licorne, hein, qui a été la première bombe H française, et on a donc des bombes qui se chiffrent en mégatonnes. Donc on vous met des kilotonnes. Donc ça veut dire quoi en fait, mégatonnes, kilotonnes, hein, c'est en tonnes de TNT. Donc c'est l'équivalent en tonnes de TNT. Donc 15 kilotonnes, ça veut dire 15 000 tonnes. Donc 15 millions de kilos de TNT, c'est ça que ça veut dire. Un kilo de TNT, ça peut vous faire péter beaucoup de choses. Là, c'est 15 millions de kilos. Voilà. Donc Hiroshima, Nagasaki, c'était dans ces gammes-là, de 15 millions de kilos. Licorne, ou Castle Bravo, ou les essais nucléaires en bombe H, là, on rentre de l'ordre du milliard de tonnes, de kilos, pardon, du milliard de kilos de TNT. Donc, mégatonnes, millions de tonnes, milliards de kilos de TNT. Donc non, voilà, quand Vincent Desportes vous sort à la télé, il faut savoir que les Russes regardent. Hein, moi, je me rappelle, donc, quand on était formé comme officier, les Russes avaient demandé, ça m'avait vraiment marqué, ils avaient demandé des exemplaires du magazine des officiers de marine qui s'appelle Col Bleu. Ils avaient demandé ça. Et évidemment, pourquoi ils le demandent? Pour connaître l'état psychologique des forces françaises, pour voir un peu ce qui s'écrit dedans,
s'imprégner de ce qu'on appelle l'OSINT, Open Source Intelligence, c'est-à-dire le renseignement en source libre, le renseignement en accès libre. Et donc les Russes étaient très contents d'avoir, ils avaient dit ah oui c'est très bien col bleu, j'ai envie de lire ça pour rentrer dans le train. Et en fait ils ont pris plein d'exemplaires de col bleu pour se renseigner sur l'état d'esprit de l'officier français, et c'est très 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 utile comme renseignement ça. Donc faut pas croire que les Russes ne regardent pas quand par exemple, moi j'avais fait un article dans le Point où j'avais dit qu'à l'époque où l'AFP avait dit que Poutine était autiste, bon, j'avais dit voilà non ça c'est du bidon, c'est n'importe quoi. Bah, j'ai été très surpris de voir que les Russes l'avaient traduit mon article. L'ambassade de Russie en France avait fait traduire mon article. Donc ils surveillent. Et quand vous avez un général français qui balance comme ça, voilà ce qu'il faut faire c'est utiliser une arme tactique. Les Russes écoutent ce genre de truc. Et sur un malentendu, ça peut partir en couille très très rapidement. Il faut savoir qu'on est passé à 2 doigts de la guerre nucléaire mondiale des tonnes de fois, sur des erreurs, sur des malentendus. Et là, on n'est plus sur un malentendu en fait. On est sur une situation de guerre ouverte. Donc, c'est pas du tout le moment d'escalader et de dire oui, il faut une arme nucléaire tactique. Parce qu'une arme nucléaire tactique, ça reste Hiroshima, ça reste la capacité de tuer 100 000 personnes. Et d'ailleurs, le général Desportes le dit sans problème. Hein. C'est là que c'est impressionnant de voir que Kubrick avait déjà tout compris dans Docteur Folamour, c'est-à-dire des généraux qui disent c'est pas grave, un petit. Ça fait 100 000 personnes, c'est quoi? C'est 0,1 mégamort. Voilà, 0,1 mégamort. Un mégamort, c'est 1 million de morts. 0,1 mégamort, c'est bon, ça va, bon. En fait, non, ça reste un champignon nucléaire qui s'élève dans le ciel. Ça reste les médias qui vont parler de frappe nucléaire, hein, avec un N comme Nagasaki. Et du coup, ça reste évidemment une possibilité d'escalade immédiate où le moindre malentendu, le moindre mauvais point sur un radar, la moindre tempête solaire qui ressemble à un missile nucléaire dans le ciel, va être interprétée comme une attaque et peut vous mener à la marave nucléaire globale. Donc c'est là qu'on voit qu'on n'a pas assez de leaders de paix, en fait. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas assez de spécialistes de la projection et des opérations de paix dans le monde, parce qu'on a des gens qui peuvent vous sortir que oui, une petite frappe tactique, c'est rien, c'est pas la mer à boire, et on n'a pas de gens qui sont capables de vous dire qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour que la situation en Ukraine se calme? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut pratiquement déployer comme solution pour que la situation en Ukraine se pacifie? Et c'est ça vraiment la question qu'il faut poser inlassablement. Alors, je refais le tour rapidement de ce dont je voulais vous parler dans ce live avant de parler davantage de la paix, de comment construire la paix. Alors, l'entrée de l'UE en Ukraine, je voulais vous en parler, l'entrée de l'Ukraine dans l'UE, c'est pas totalement une alliance militaire. Donc, par exemple, j'ai vu que Patrick Cohen dans les médias français, vous savez pas forcément qui c'est, mais c'est un chroniqueur français, avait dit, voilà, si l'Ukraine était rentrée dans l'UE, on n'en serait pas là. Non, c'est pas vrai du tout. Ça aurait juste été plus chiant politiquement pour Poutine. Mais vous avez des pays qui sont dans l'UE, qui sont pas dans l'OTAN.